Bonjour à tous, bienvenue à cette émission Place des Entrepreneurs, émission exceptionnelle car c'est la dernière d'une série. Je remercie pour l'ensemble de la participation la région Sud et Kedge Business School pour leur soutien pour cette émission. Aujourd'hui et pour la dernière, invité exceptionnel et je laisse tout de suite la parole à Isabelle. Bonjour à tous, Isabelle Sauré-Monchaz, je suis directrice générale déléguée de la société Realis Capital. Notre secteur d'activité, c'est le financement aux équipements, tout type d'équipement, que ce soit médical, industriel, IT. Voilà. Et j'ai une double casquette puisque je suis aussi présidente d'un pôle d'activité, du pôle d'activité Atelia à La Ciotat. Bonjour à tous, Jean-François Cojol, je suis dans le secteur de l'événementiel et plus particulièrement dans le sport, tennis. Je m'occupe de l'Open 13 et puis j'ai 2 opérations de relations publiques sur des grands événements. Bonjour Philippe, Stéphane Soto, je dirige une entreprise qui s'appelle Olympique Location qui loue des véhicules particuliers, utilitaires, une dizaine d'agences en Provence et un peu plus d'un millier de véhicules. Nous sommes leaders de la location sur ce territoire. Et en marge de ça, j'ai pas mal d'activités dans le domaine de l'innovation, puisque j'ai fondé en 2003 Made in Soft, puis ex-Marseille French Tech en 2014. Et ça m'a quand même pas mal occupé en dehors de mes activités entrepreneuriales. Très bien. Éric Dimeco à la retraite. Non, pas que ça. Non, donc Éric Dimeco, je suis président du conseil d'administration de l'espace Julien et accessoirement consultant média sport. Ça suffit? C'est parfait. Alors, ce qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'on peut avoir le ressenti de toutes les personnalités dans vos secteurs d'activité sur cette crise. D'abord, Jean-François, comment ça va au niveau santé? Est-ce que ça va? Est-ce que tu sens que... La santé à titre personnel? Ouais. Non, la santé ça va bien. Le confinement s'est très bien passé, se passe très bien. Sur le côté sportif, je fais partie un peu des Happy Few parce que l'Open 13 a été la dernière manifestation qui s'est déroulée à la fois sur notre territoire mais même sur le circuit tennis puisque la semaine d'après le jeu a été arrêté. Toutefois, les événements dont je m'occupe, Lyon a été annulé quelques mois plus tard, Roland Garros a été reporté, puis annulé pour les opérations que l'on mène. Il faut savoir que sur l'activité, je dirais Marseille, ça s'est bien passé, le tournoi s'est très bien déroulé. Sur l'activité Paris, sur un chiffre d'affaires habituel de 5 millions, on a fait 0. Voilà. Pas 1 euro, on a fait 0. Toutes les opérations Stade de France, Roland Garros, Bercy, etc. Donc, combien d'emplois quand tu dis ça? On n'a pas une grosse structure. Sur l'Open, on est une dizaine de salariés. Sur Paris, on est 4 salariés. Donc, c'était pas énorme. Et tu fais travailler quand même toutes... Voilà, on fait travailler beaucoup de personnes en satellite. Voilà, c'est ça. Mais Paris, on est simplement un prestataire. On est sur des grosses organisations, on a des contrats de vente d'hospitalité avec les organisateurs. Donc je dirais que le coût humain n'est pas très important au niveau de l'entreprise. En revanche, c'est quelque chose qui est... Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente en temps normal et puisque là c'était 0, est-ce que ça fait 5 millions. D'accord. Voilà. 5 millions, on est passé à 0. Donc ça c'est l'activité où j'ai fait rentrer mon ami Joe Tsonga l'année dernière, donc il doit être très... Il est ravi. Voilà, il est ravi. Donc tu lui as pris des sous j'espère, parce que quitte à le faire rentrer, il faut lui prendre des sous pour lui... Je lui ai pris des sous. Ouais, tu as pris des sous, tu lui as donné 0. C'est un bon business ça d'ailleurs. Il faudrait que tu m'expliques comment tu fais quand même, c'est bien. Et la culture, pour le Nous on est les grands sacrifiés finalement de cette crise, puisque... je connais un peu le monde du sport. Malgré tout, le sport a repris petit à petit, même si on a repris les derniers, puisque on est les seuls en France à ne pas avoir repris le championnat de France, alors que de partout ça jouait, parce qu'il y avait de gros enjeux financiers. Par contre, la culture, nous, on est au point mort depuis le mois de mars. Et même si l'espace Julien, on est pareil, des privilégiés, puisqu'on a une salle quand même avec une jauge de 1000 personnes. Et donc on a pu, entre les 2 confinements, on a pu recommencer une toute petite activité, c'est-à-dire qu'avec les mesures barrières, d'une salle de 1000 personnes debout, 6 à 6, on est passé à 300, avec les masques, gel, l'entrée, petit à petit des spectateurs, parce qu'il y avait un réel besoin, notamment des artistes marseillais, des jeunes artistes marseillais,
On parle beaucoup, puisque j'ai entendu Kassovitz cette semaine dire une chose très très intelligente, c'est-à-dire qu'on pouvait se passer de culture et on pouvait regarder les films à la télé. Je l'ai entendu sur Lui peut-être il peut le faire, mais la culture c'est pas Mathieu Kassovitz, quoi. C'est beaucoup d'intermittents du spectacle, de petits artistes qui vivent de petits cachets, et pour ces gens-là c'est catastrophique. Donc nous du coup on a réouvert au mois de septembre avec donc une jauge de 300 et on a fait jouer des artistes marseillais. Ça a permis qu'ils gagnent 4 sous, que les intermittents qui travaillent sur le spectacle aussi aient des heures. Et même quand il y a eu le couvre-feu, on a continué, on avançait un petit peu les spectacles. Et il y a une forte demande. On était plein tout le temps. Et pour nous, c'est un peu notre vocation aussi, c'est-à-dire faire en même temps que de la culture, du social. Et là, on espère vite reprendre parce que... C'est important ce que tu dis. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale. Ben oui, mais encore plus encore plus dans le monde de la culture, parce que c'est vrai qu'à la limite dans le sport, il y a le sport amateur et le sport professionnel. Alors il y a des professionnels qui ne gagnent pas très très bien leur vie dans certains sports, mais alors que dans la culture, il y a un éventail de métiers et surtout de salaires avec les intermittents qui font que les gens meurent de faim, quoi. Et donc on est là pour ça. Comment ils sont pris en charge d'ailleurs les intermittents? Alors on vit dans un beau pays quand même, puisque le système des intermittents a été gelé pendant 1 an. C'est-à-dire que pour faire leurs heures, ils auront un petit peu plus de temps. Mais j'ai bien peur que la reprise soit au ralenti et qu'ils aient du mal à faire ces heures-là, même quand ça redeviendra à peu près normal. Donc nous, puis... chaque fois qu'il y a eu des annonces faites, les fameuses réunions du jeudi, où il y avait le Premier ministre, le ministre de la Santé, et puis le ministre même des Sports qui est venu, puisque Blanquer faisait le sport et l'éducation, ou Darmanin pour la sécurité. On n'a jamais vu le ministre de la Culture à une réunion comme ça. C'est-à-dire c'est la culture et le grand sacrifié, Madame Bachelot, sacrifié de la crise. Ouais. Dans les zones d'activité, tu ressens aussi cette angoisse globale ou alors vous êtes plutôt une zone d'activité forte quand même? Alors on est une zone d'activité forte, on a cette chance. Voilà. La Ciotat. À la Ciotat, 300 entreprises à peu près le pôle d'activité. Oui, il y a une anxiété, et il y a quand même des secteurs d'activité, notamment la restauration. On a des grosses structures d'hôtels, des hôtels, voilà. Et puis il y a aussi des structures d'événementiel sur la zone d'activité. Donc ces entreprises-là n'échappent pas à la difficulté. Mais d'une manière générale, on a gardé notre dynamique sur la zone d'activité. Et on n'a pas pour l'instant de retour de situations alarmantes et graves d'entreprises de la zone qui seraient en difficulté. Ce qui est incroyable, cette crise, Stéphane, il y a 75% des entreprises qui s'en sortent quand même en France, et sur le territoire pareil, et il y en a 25% fortement impactés. Mais il y en a quand même 70 qui s'en sortent, et je pense que le transport, toi, tu vois pas la crise. Alors, bon, moi évidemment, je suis dans l'automobile et dans le VU, mais le marché de la location, courte durée, s'est effondré globalement de 80 et quelques pourcents. Moi, pour le coup, j'ai eu une chance. D'abord, le fait d'être dominant avec un positionnement très marqué, 100% Made in Provence, un communautarisme omniprésent dans notre com, nous a aidé. Puis, la vraie chance qu'on ait eue, c'est que moi, je n'ai monté cette entreprise, qui était ma deuxième vie, puisque la première était dans le digital, que dans l'idée de me farcir des multinationales américaines. Je voulais voir si j'étais capable de me bastonner face à des gros. Et là, ces multinationales ont eu le bon goût de tout fermer pendant le premier confinement. Alors j'étais déjà un tout petit peu plus gros et je me suis retrouvé face à des concurrents qui ferment. Intelligemment, Hertz, Aerocar, Avis, tout ce qu'on veut. Donc nous on est resté ouvert. Un petit peu ouvert, avec une agence à Mars, une agence à Aix, ce qui nous a permis dans une mission de service public de travailler avec nos clients, mais également de récupérer les clients des concurrents. Et finalement, sans atteindre notre cut-off, on a réussi malgré tout à absorber un max de pertes. Ces clients-là, on les a gardés, donc ça a permis d'accélérer encore notre croissance, mais le domaine du transport, lui, il fonctionne évidemment, c'est le grand gagnant de l'histoire. La logistique, la mobilité, enfin la logistique urbaine, le dernier kilomètre, pour eux, tout va bien. Par contre, sur tous les autres corps de métier, et on a beaucoup de gens dans l'événementiel, c'est un carnage complet. Donc on a accompagné, comme on avait des véhicules en parc, on en a fourni gracieusement à beaucoup d'assauts, de fondations qui avaient besoin. Et de toute façon, on en faisait rien. Il y a un peu de social quand même.
C'est le positionnement quand même de l'Olympique. On est quand même très présent. On passe près de 10% de notre budget à ça, quoi. Donc on y va à fond. Et là, en ce moment, c'est important. Moi, je reconnais que l'État a fait du super boulot, et ce qui fait que ça lisse quand même. Bien sûr. Ça lisse quand même l'impact. Il a fait du super boulot, mais de manière indifférenciée. Si on prend le cas de la location, un exemple, Europcar, moins de 2000 salariés en France, 1,6 milliard de dettes. Le gouvernement français lui octroie plus de 300 millions d'euros en avril. Pourquoi? Non mais, la dette est passée d'1,6 milliard à 2 milliards. La boîte va être recapitalisée. Tu es en train de dire qu'il fallait aider que les entreprises qui étaient en bonne santé? Moi, je dis qu'il faut avoir une stratégie différenciée, non pas indifférenciée. Plutôt que de lâcher l'argent partout, il fallait réfléchir. Après la guerre, tout le monde est général, évidemment. Tu vois, pour le coup, de mon avis, il valait mieux privilégier les petites, moyennes surfaces et les commerçants plutôt que les grandes surfaces, puisque ces grandes surfaces, elles appartiennent à des entreprises qui soit paient leurs impôts ailleurs, en dehors de la France, soit ne payent pas du tout leurs impôts. Sincèrement, je m'y serais pris autrement. Mais dans tous les cas, distribuer le PGE tel qu'il a été distribué de manière totalement irréfléchie, c'était peut-être une erreur. Ceci étant, globalement, c'est très positif. C'est ce qui explique. Heureusement que non, mais c'est pour ça que moi, là, chaque fois qu'on parle de la crise et qu'on se plaint, parce qu'on est en droit de se plaindre, moi j'essaie toujours de rappeler quand même qu'on vit dans un beau pays par rapport à ça, parce que j'ai de la famille aux États-Unis, et là-bas c'est marche ou crève, et beaucoup crèvent. Donc, alors bien sûr qu'il y a beaucoup d'imperfections et beaucoup de choses incompréhensibles sur cette crise, mais on se rend compte que tout le monde tâtonne. Vous avez un PGE là Oui, PGE, mais au-delà de ça, c'est en effet, on est dans un pays, je dirais, magnifique par rapport à ça. C'est que je vois même la Fédération française de tennis, elle double ses aides pour l'année prochaine. Donc il y avait à la fois pour aider les événements, je n'en faisais pas partie, mais Lyon en faisait partie, mais il y avait d'autres tournois, des tournois Challenger, catégorie inférieure. Donc à la fois ils ont aidé sur l'année 2020, des événements qui n'ont pas eu lieu, et puis derrière ils ont doublé leur participation pour 2021 pour la relance. Donc c'est la chance aussi d'avoir une fédération qui est forte. Mais il y a eu une prise de conscience qui a été très importante. Même au niveau de l'ATP, donc l'organisme qui gère le tennis international, il y a des aides qui nous parviennent sur tous les tournois qui n'ont pas pu être organisés. Stéphane disait justement que les aides, il va falloir un jour les rembourser. Bon. Est-ce que vous voyez quand même une possibilité, une lueur d'espoir, si on se projette sur 2021, sur 2022, une vraie reprise avec ce vaccin? Ou est-ce que vous sentez que les mentalités ont fortement changé et qu'il va falloir se comporter différemment, que ce soit dans la culture, dans le sport, dans les nouvelles technologies? Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que les comportements vont changer, je pense que c'est une évidence. En tout cas, je l'espère, parce qu'il y a quand même des tendances sur certains comportements, notamment le télétravail, des choses comme ça, qui sont même aujourd'hui forcées. Donc forcément... Atelier, c'est quoi? Télétravail? Atelier, on n'en a pas fait. Non, sur les 300 entreprises. Ah, sur les 300, j'ai pas les statistiques. Mais la moitié, je pense. Voilà, mais ça a eu ce côté positif de donner une impulsion sur le télétravail qui me semble être une bonne chose quand c'est bien maîtrisé. Là, pour le coup, on est sur un fonctionnement qui est subi. Donc c'est clair que voilà. Donc sur certains comportements au travail, de déplacement, des comportements écologiques aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience qui, je l'espère, restera. Après, je pense que la reprise, ça n'empêchera pas, à mon avis, une reprise quand même forte. Moi, je vois une reprise forte, parce qu'il y a un tel ralentissement de l'activité, une telle envie d'avancer des entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui faut le dire, on est frustrés, on est bridés. Donc, et de nos salariés, que je pense que la relance, elle va se faire. Personnellement, j'y crois, parce que je trouve qu'il y a une bonne énergie au niveau des entreprises. Après, évidemment, il y a des secteurs d'activité qui souffrent énormément et qui sont à l'arrêt. Mais justement, quand ça va s'ouvrir, moi je suis assez optimiste, je pense que les gens vont aller faire du sport, ou vont aller au théâtre et au cinéma, et ils vont essayer de rattraper le temps perdu. En tout cas, j'espère. Si c'est ouvert. Si c'est ouvert. Non, parce que nous, moi je vais parler du monde du spectacle, il n'y a pas de visibilité. Et comme je le disais tout à l'heure, en plus d'être la dernière roue du carrosse, je pense que symboliquement pour le gouvernement, ouvrir des lieux de plaisir entre guillemets, c'est-à-dire quand on va voir un film, quand on va voir un concert ou une pièce de théâtre, c'est pour prendre du plaisir.
le message n'est pas bon pour envoyer à la population. J'ai l'impression qu'on nous a sacrifiés parce qu'il n'y a aucune étude qui montre que dans une salle de cinéma avec un masque et en étant distancié, c'est pire que prendre le métro le matin. Par contre, l'image que ça renvoie, ça veut dire c'est la fête, on peut y aller. Ce qui nous avait puni après le premier confinement où c'est vrai qu'on a fait un petit peu n'importe quoi derrière. Et donc j'ai l'impression qu'on sert d'exemple et c'est pour ça qu'on est inquiet sur la reprise dans le sens où on sera peut-être les derniers à reprendre une activité à peu près normale et surtout on peut être arrêté à tout moment parce qu'on nous parle déjà de troisième vague et du coup ça ralentit aussi pas mal les perspectives d'avenir, voire les projets, puisque je vois que les grands artistes programment des concerts en 2021 sans savoir s'ils vont les tenir. C'est-à-dire que l'été, on sait très bien, par exemple à Nîmes, où il y a des grands festivals, tout est programmé en sachant très bien que ça peut s'arrêter à tout moment. Si on lève la passion, nos frustrations et nos sentiments, le management du risque, c'est face à une menace, des opportunités. Aujourd'hui, effectivement, la menace de ne pas avoir suffisamment de fonds pour relancer, la menace d'un nouveau stop and go qui est pondéré quand même par plusieurs vaccins dont l'efficacité reste à démontrer. Comment on s'organise par rapport à ça? Est-ce qu'on s'organise sur le plan national ou est-ce que le gouvernement va devoir envisager des réponses ciblées en fonction des territoires? Ça sera difficile, ça sera difficile. Ça s'est passé une fois quand on a confiné Marseille pour les restaurateurs, c'était très très mal vécu. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait. Mais pour revenir sur l'avenir, sur le sport ne s'est pas véritablement arrêté. Je vois le tennis, il y a eu des personnes qui ont dit qu'il faut arrêter la saison dès le mois de juin, et je pense à certaines grandes championnes qui ont dit arrêtons la saison tennis. Moi, à mon avis, c'était qu'il fallait continuer. Il fallait reprendre le plus tôt possible. Le plus tôt possible à huis clos, mais il fallait que le jeu se passe. The show must go on. Oui, c'est difficile, mais les joueurs ont besoin de jouer. Ils s'entraînent toute l'année et ils ne vont pas rester pendant une année sans jouer. Et puis même le message qui est donné pour les gens, moi je trouve que voir des sportifs retourner sur le coup. Le basket avait repris aux États-Unis, il y a beaucoup de sports qui ont repris, il fallait que ça reprenne. Ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une prise de conscience du sport de très haut niveau. On le voit avec ce qui s'est passé avec Mediapro, c'est que là je pense qu'il va y avoir peut-être, on était dans une bulle. Je pense qu'on va revenir un peu les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'il va y avoir une redistribution en fait de l'argent qui est distribué dans tous les sports et les sports très médiatiques. C'est ça. Sinon, au niveau de, je vois et je prends le cas du tennis. Le tennis, tous les partenaires principaux, les partenaires principaux du tennis ont renouvelé leur contrat, soit avec l'ATP, soit avec les tournois, soit avec les fédérations, soit avec les grands chemins. Sans les pondérer. Sans les pondérer. Ah oui. Voire en les augmentant. Mais parce que c'est quand on parlait des aides, je prends aussi le cas du département qui est mon partenaire principal. Dès le début, dans la discussion, c'était de dire 2021, on sera à tes côtés. On sera à tes côtés, on va être à minima sur les mêmes montants et peut-être on verra selon la situation, peut-être on fera plus, je ne sais pas. C'est pas le problème, mais c'est on vient, on est là, on aide parce qu'on a besoin pour la dynamique d'une région ou d'un département. Et au niveau du tennis, les partenaires principaux qui s'en sortent pas si mal que ça. Je pense à des BNP Paribas, des Rolex, des gars comme ça, des sociétés comme ça. Ça marche toujours bien. Même Emirates a renouvelé son contrat sur 5 ans pendant la crise en augmentant ses participations. Et vous pensez que cette crise a aussi tissé, renforcé les liens sur le territoire? Parce que ce que j'ai entendu plusieurs fois depuis le début, c'est qu'on peut se rendre compte avec cette crise-là de ceux qui se comportent bien et de ceux qui se comportent mal. C'est-à-dire que là, on a des partenaires historiques qui ont bien vécu grâce à un événement majeur mondial, par exemple, puisqu'on parle de Roland-Garros. Quand il y a une année difficile, voire deux, on est toujours là. Voilà. Et pour l'histoire des droits télé, on se retourne vers Canal+, qui est quand même le diffuseur historique de la Ligue 1 et qui va sûrement éponger les problèmes de la Ligue 1. Alors peut-être avec un peu moins d'argent, mais ils vont être là. J'ai entendu tout à l'heure sur le volet social de ce que tu faisais, notamment dans l'allocation de... Voilà, on voit, il y a ceux qui se comportent bien et
Exactement. Un peu comme pendant la guerre d'ailleurs, on ne va pas faire le parallèle, mais c'est... Et donc peut-être que ça va éliminer les brebis galeuses et on va rester justement avec des gens qui sont fiables et dans une économie peut-être un peu moindre au niveau du sport, je parle, parce que... Sur les grandes industries, il y a de la relocalisation. Mais bien Quand sûr. on a vu ce qui s'est passé en première Exactement. on dépendait beaucoup de pays... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va quand même redonner, quelque part cette crise, elle nous aura aussi apporté ça, c'est de se poser des questions sur notre fonctionnement, notre économie, qu'est-ce qu'on a laissé partir, qu'est-ce qu'on a mal fait. Et je trouve qu'on est en train de prendre conscience de certaines choses. Et puis il y a aussi des entreprises qui sortent bien de cette crise. Et il ne faudra pas oublier les jeunes, parce que j'ai l'impression... Ils sont sacrifiés. Alors eux, ça peut être les grands perdants si on n'arrive pas à les encadrer. Enfin, la génération 18-25 qui sont... Ah non, mais là, c'est pire que tout. C'est pire que tout. C'est pire que tout, parce que c'est notre avenir. Quand tu vois le déficit de contrats d'apprentissage, contrats pro, tout ça, le stage... Quand tu vois qui fait le boulot en termes de granulométrie d'entreprise et qui ne le fait pas, je pense que tu es bien placé pour en parler. J'ai quand même beaucoup à dire à l'endroit des grandes entreprises, notamment celles de ce territoire, qui ont été les premières à serrer la vis. Tu vois, pour le coup, je pense que c'est peut-être ton cas, mais toi aussi, Jean-François, moi j'en ai pris 5 en fait. Parce que les gamins que tu formes aujourd'hui, c'est ceux qui seront ta masse salariale demain. C'est ça. Si tu dis, on ne peut pas dépenser, il faut serrer la vis, demain, qui tu vas embaucher? Surtout qu'il y a eu des aides de l'État énormes, en plus. Ouais, moi je l'ai fait avant. Et puis les jeunes... Non, mais pour les aider, maintenant... Et les jeunes, entre guillemets, ils trinquent d'une manière plus globale. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont pénalisés au niveau de leurs études parce qu'ils n'ont plus de cours en réel, en présentiel. C'est tout en visio, donc plus de lien social. Ils n'ont plus de sortie. Ils ne peuvent plus aller boire un verre avec leurs amis, ils ne peuvent plus aller en boîte de nuit, ils ne peuvent plus aller au cinéma. Donc toute leur jeunesse, elle est pénalisée, elle est fortement pénalisée et fortement impactée. Tout ce qu'on faisait quand on avait 20 ans, eux, ils ne peuvent pas le faire. Ça a été un choix, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, peut-être ça a été un choix philosophique et éthique à un moment donné, de sacrifier une génération. Pratiquement, pour sauver une autre. Pour sauver une autre. Et, vous êtes tous d'accord sur ça? Et Comte Sponville le disait, et je reprends un peu ce qu'avait dit Comte Sponville, il avait dit la vie d'une personne de 70 ans ou 75 ans n'a pas le même prix que la vie d'une personne de 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Et donc il y avait un médecin qui était à côté de lui, qui disait ça au niveau de l'éthique, mais en fait la réalité, et pourtant quand il a 70 ans ou 72 ans, il disait je me retrouve dans cette catégorie. Moi qui en ai 67, je pense la même chose. Je pense que ma vie, la vie de ma fille ou la vie de jeunes de 20 ans ou 25 ans a plus de valeur aujourd'hui que la mienne. Pourtant, je pense qu'elle a de la valeur, la mienne. Pourtant, on sacrifie cette génération. Hein. Non, mais c'est clair, mais c'est même unique dans l'histoire de l'humanité de sacrifier les jeunes pour sauver les vieux. Et surtout, ça a été même à un moment donné... Rappelons-nous quand même, après le premier confinement, qu'il avait été question de ne confiner que les personnes âgées et que le gouvernement a reculé parce que le message envoyé... On a fait l'inverse. Voilà, on a fait l'inverse. Alors peut-être parce que c'est l'électorat du gouvernement en place aujourd'hui et peut-être aussi que l'image n'était pas très bonne, mais moi je pense que c'est ce qu'il aurait fallu faire dans un premier temps. C'est-à-dire, c'est des vieux qui décident pour des vieux qui votent pour eux. C'est ça. Oui, voilà, non mais voilà, c'est ça. Non mais c'est terrible. Non mais non, je pense pas. Non mais bon. On est obligé de se poser la question. On est obligé de se poser la question. Toujours est-il que ces gamins-là, on parlait des études, il y a les stages derrière, il y a l'entrée en entreprise avec des perspectives complètement bouchées. Moi, je vois dans le monde des médias déjà que ça devient difficile parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui ferment et qu'il y a beaucoup il y en a beaucoup qui ont été mis dans l'entonnoir là, et il y en a peu qui vont sortir et ils vont rester sur le carreau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, il y a une étude ce matin qui sort. En venant, j'écoutais la radio. Le moral au plus bas avec des envies de suicide des gamins, c'est acté aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une étude il faut se mettre concrète, à leur place. Quelles sont leurs perspectives? Ils ne peuvent même plus rouler les galoches, les gamins, maintenant. C'est terrible. T'imagines, Jeff, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Non, mais ils n'ont pas de visibilité. Hein. Nous, on n'en a pas en tant qu'entrepreneurs et au niveau économique, mais alors eux, ils n'en ont pas du tout. Parce que tout est bouché. Leur vie sociale, leur vie d'étudiant et leur vie professionnelle à venir. C'est un vrai sujet. Bon, il faut être un peu positif. Oui, il faut, il faut des entreprises justement qui continuent à... Oui, mais attends, si tu dis toi-même qu'il peut y avoir une troisième vague, il peut encore avoir les facs qui ferment, il peut avoir... La variable d'ajustement sera l'efficacité des vaccins qui vont nous être proposés. Mais il y a deux... On va voir Jean Castex qui va se faire vacciner 2 fois l'année. Non mais là, c'est très bien. Face caméra.
Tu sais ce qu'ils ont dit hier, toi qui voyages beaucoup, aux États-Unis, ils vont accepter avec un passeport spécifique uniquement les gens qui se sont fait vacciner. Oui, ça va être Avec Sinon, quel tu ne vaccin? pourras pas rentrer. Avec peut-être un vaccin, ils savent Avec pas. Pfizer? Avec peut-être Oui. Pfizer. Alors, il va attendre d'avoir du recul. Non, mais là c'est un débat. Alors là, par contre, c'est un long débat. C'est un débat critique. Oui, parce qu'on est quand même dans le pays qui a inventé la vaccination. On est passé d'une espérance de vie de 35 ans à 80 ans. Et donc, il y a quand même encore des gens en France qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui attendent le pire. Alors ça, parce que moi j'ai le débat souvent en ce moment et puis ça m'énerve. Le pire, c'est ceux qui te disent je vais attendre un peu. C'est-à-dire, tu attends quoi? Tu attends qu'il y en a qui aillent au charbon pour toi et toi derrière, tu vas venir quand tout va bien. C'est-à-dire, heureusement qu'il n'y a plus de guerre aujourd'hui, parce que sinon on envoyait le voisin. Donc, enfin voilà. Après, moi je comprends qu'il y ait certains qui aient des réticences sur le vaccin, pourquoi pas. Mais à un moment donné, il va falloir y aller au charbon, parce que c'est peut-être ce qui va nous sortir plus rapidement de la crise et qui va permettre notamment aux gamins de. Voilà, donc s'il faut y aller, enfin, moi en tout cas j'irai. On a quand même un vrai sujet, sans rentrer dans la science avec ce vaccin, c'est que c'est une nouvelle technologie avec l'ARN messager. On n'est pas sûr qu'il ne provoque pas de mutation dans le corps humain. Écoute, moi, enfin, je vais te dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si la mutation m'apporte des capacités supplémentaires, je prends. Les spécialistes sont, sont pas d'accord. Il faut y aller sur le vaccin. Alors, Non, mais il faut y aller là, sur le encore vaccin. encore une fois, il y en a 95% qui disent qu'il n'y a pas de risque et il y en a 5% toujours qui disent qu'il peut y avoir des risques. Donc, Je dans les. sais pas les chiffres. Bah, c'est Jean-François, sur Non, mais le le vaccin, c'est toujours un tout ce que je bénéfice. lis c'est pas aussi sûr que ça. Très polémique. très polémique parce Et qu'il y a ça- 2-3 ça touche à personnes la qui santé discutent. aussi. Oui, quand même. On ne parle pas de la chloroquine. Là, il y a un vrai sujet mais scientifique. oui, mais En dehors de tout clivage, moi je pense qu'il faut y aller tout comme toi sur le vaccin. Mais il est vrai qu'on manque de recul sur une C'est normal qu'il y ait un peu technologie de réticence. qui est quand même. qui travaillent depuis des dizaines d'années. Bien sûr, Sur les avec races, les étapes qui sont respectées. Ils travaillent depuis des dizaines d'années. C'est vrai. Qu'ils le mettent au point aujourd'hui sur un vaccin, c'est autre chose, mais ça fait des dizaines d'années. Et derrière, il y a les scientifiques. Non. Bon, après, le problème, c'est qu'ils sont tellement manqués aussi que du coup, Ce on qui, ne peut les croit plus. surprendre, ce qui peut surprendre, c'est que ça fait des années, des décennies qu'on cherche un vaccin pour le sida, on ne le trouve pas. Tu cherches en 8 mois un vaccin pour le Covid, tu le trouves. D'une part, c'est pas la même maladie. Mais Oui, mais Ensuite, il n'y a pas les mêmes moyens qui ont été mis, financiers. Et humain, ouais. Parce que ça touche pas les mêmes zones. Peut-être parce que le sida est une maladie chronique qui peut faire l'objet d'un traitement et donc de genre de médicaments soit aussi. et comment vous voyez alors Faut pas l'ignorer quand même. Après, c'est vrai qu'on a un discours un peu négatif Non, on est depuis quelques positif. temps. On est positif, mais tout il y a va aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de secteurs d'activité. Il y a ceux qui souffrent, mais il y en a qui ont tiré profit de cette crise et qui, au contraire, sont en pleine croissance et sont en train de recruter la numérisation de toutes voilà. les entreprises. le digital. Voilà. Nous, chez Realise, on a cette chance de travailler sur plusieurs secteurs d'activité et on voit bien les secteurs qui impulsent aujourd'hui en termes Amazon, Instagram, Non, TikTok. je parle d'entreprise, je parle de Shein, secteur d'activité. Non, il y a des industries qui sont l'agroalimentaire est en plein boom. Le digital est en plein boom. Non, mais ça peut permettre Non, mais justement. c'est clair. Mais Voilà. tout à l'heure, tu parlais de perspectives d'avenir et de comment on voyait l'avenir dans nos différentes disciplines. Par exemple, dans la culture et notamment dans la musique, voire dans le théâtre, c'est-à-dire tout ce qui est événement que tu vas voir dans une salle. Il y a déjà eu des initiatives de captation de concerts avec, moi je l'ai fait le week-end dernier, c'est-à-dire tu es chez toi et puis tu regardes un concert d'un artiste en live qui le fait à Londres sur la Tamise avec une qualité de très haut niveau. C'est-à-dire qu'il va falloir malgré tout consommer la culture et le sport, mais ça tu en parleras mieux que moi, mais consommer la culture d'une autre manière aussi, c'est-à-dire ne pas chasser les gens des salles parce que le fait de se retrouver dans un endroit commun pour vivre, on a besoin de ça. Tu peux pas, mais par contre, il y aura à côté peut-être une nouvelle manière de consommer de la culture, des pièces de théâtre, des concerts, et ça peut ouvrir des portes à des sociétés de captation. Par exemple, là, je suis en train de chercher pour l'espace Julien quelqu'un qui est capable de faire une captation de concerts en qualité haut niveau, quoi. C'est-à-dire que pour pouvoir aller chez les gens. À un moment donné, il va falloir qu'on aille chez les gens. Le sport le fait déjà, puisque c'est capté. C'est une mais recherche. voilà, ça c'est vieux. Mais... C'est déjà une réflexion. Alors, je ne suis pas le seul à l'avoir. On se dit, qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans? Comment on va consommer le sport?
comment le sport va être vu. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont aller dans des stades? Moi, ça me manque de ne pas aller au vélo. Mais oui, Ouais, ça, il y aura toujours, hein, Jeff. Oui, mais Rassure-toi. on va trouver un système, je pense, à un moment où tu vas avoir... T'imagines, c'est pas plus insulter l'arbitre, qui on va insulter sa femme, le voisin, c'est pas possible. C'est quand même ça même des figurines qui vont sortir des sons, des trucs assez... Non, mais c'est exactement le même effet que l'effet télétravail. On a reçu hier soir. C'est exactement le même Ouais, effet. comment on fait? Ouais, c'est exactement le même effet que l'effet télétravail. On se rend compte qu'il y a une autre façon de travailler et on se rend compte qu'il y a une autre façon de faire du sport, enfin de consommer du sport, de consommer de la culture. Le sportif ou le comédien joue de la même manière, a les mêmes ressentis sans public autour. Ah, c'est catastrophique. Je me dis le que premier qui a fait ça, c'est Mélenchon avec le programme. C'est bien les deux. C'est lui qui a fait ça. Non, c'est catastrophique. Ah, c'est catastrophique. Oui, moi, je veux pas, Qu'est-ce qui te manque, l'adrénaline je veux pas trouver d'excuses, par exemple, à ce qui s'est passé en Coupe d'Europe par rapport à l'OM, par exemple. C'est une question de niveau. Mais à un moment donné, quand tu rentres sur un cours, quand tu rentres sur un stade, quand tu es un peu moins bien, ben, tu vas chercher dans le soutien du public des forces que tu n'as plus ou que tu n'as plus envie d'avoir. C'est-à-dire ça agit sur le cerveau à un moment donné. Moi, je veux bien croire que le manque de public rabaisse la performance d'un sportif de haut niveau, comme d'un artiste, parce que j'ai discuté avec des artistes qui, tu fais une pièce de théâtre devant personne. Et ça ne réagit pas. Tu fais un one-man show devant personne. C'est quand même l'objectif de ces métiers, c'est d'avoir du public. C'est du spectacle. Mais aujourd'hui, on le vit en 100% digital, quasiment. Ou on ne le vit pas. Le spectacle, il n'y a plus grand-chose d'accessible. Mais demain, justement, le monde de demain, c'est peut-être justement un mixte entre, bien sûr, des concerts qui seront organisés, des événements sportifs où il y aura un public, mais aussi en même temps des gens qui pourront se connecter à cet événement et qui pourront le suivre en direct. Ouais, ou même les deux en même temps. Hein. Et ça ouvre aussi le champ du public. Voilà, ça va peut-être ouvrir le champ métiers, ça va ouvrir fans des nouveaux de sport, métiers, ou des accros au théâtre. Voilà. Et comment vous voyez l'avenir? Là, il nous reste 5 minutes. Là. Comment vous voyez dans vos activités? Là, je parle dans ton activité, par exemple. François, comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu penses que... Bon, 2021, compliqué, mais 2022, ça reprend comme c'était il y a 2019? Oui, mais même 2021... Mais tu n'auras pas le public. On aura peut-être une jauge réduite, on va s'adapter. Mais je vois un retour assez rapide, malgré tout, sur le sport avec des jauges habituelles. Quand je dis assez rapide, c'est dans 6 mois. Par exemple, on est partenaire de ton tournoi, c'est extraordinaire depuis des années. Là, comment les entreprises pourraient venir et être partenaires? Qu'est-ce que tu as prévu pour ça? Au lieu d'avoir un espace de 6000 m² avec 220 entreprises, il y aura 3000 m² avec 50 entreprises. D'accord. Donc voilà, et ce sera plutôt nos principaux partenaires qui seront là, puisqu'ils nous suivent tous, sans exception. Voilà, on va s'adapter. Mais il y aura un retour aussi au niveau du public. Au lieu d'avoir 6000 personnes dans le stade, il y en aura 1500. Mais voilà, encore une fois, the show must go on, on va reprendre. Les joueurs déjà joués à 1500 personnes, ça va leur plaire. Et puis dans 6 mois, on reprendra un jeu normal. Enfin, je pense. J'espère. Mais le maître mot, c'est bien l'adaptation, justement. Ce que tu disais, c'est qu'on s'adapte. Stéphane, comment tu vois le... Nous, on va continuer notre développement, notre déploiement. Là, on a ouvert deux agences en novembre et décembre. On en a encore 2 en ouverture. Et voilà les grands gagnants de la crise. On les a à table avec nous. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, plus sérieusement, tout est beaucoup plus douloureux aujourd'hui. Enfin, on le voit bien. Mais en s'accrochant, coûte que coûte, on arrive à avancer. Donc, moi, dans mon activité elle-même, ça devrait continuer à progresser. Par contre, dans l'innovation, qui est une autre partie de ma vie, on a vraiment une dichotomie entre les e-commerçants, les infrastructures, les telcos, qui eux, ont bénéficié à plein. Et puis les autres qui ont besoin de financement, qui sont des start-upers, pour qui c'est beaucoup plus difficile. Donc on a des situations quand même de tout différenciées dans ce deuxième volet de la vie. Alors la culture, toi, tu as un orchestre, tu as quoi? Personnellement oui, on attend que ça réouvre, mais concernant l'espace Julien et les autres salles, nous on attend que ça reprenne pour aller au charbon, quoi. Et quitte à, si on nous dit 200 personnes dans une salle de 1000, on mettra 200 personnes parce que
la demande est vitale pour les, je le répète, notamment pour les artistes locaux, parce que là on prend que des artistes locaux finalement. Et si c'est des spectacles à 19h pour que ça finisse à 20h30 parce qu'il y aura un couvre-feu à 21h, on ira. Si c'est 200 personnes, on ira. Parce que le message est trop important. Et puis je le répète, nous on a un rôle social qui est notre principale activité en ce moment finalement. C'est vraiment des gamins de Marseille avec des intermittents de Marseille qui demandent à bouffer, quoi. Et nous on est obligés d'aller au charbon, même si on ne gagne rien, on n'est pas là pour ça. Voilà. Donc nous, dès qu'on peut, on ouvre et on retourne au charbon. Avant qu'Isabelle conclue là-dessus, moi mon approche, elle est, je dois réduire les coûts, mais pas en mettant au chômage des personnes, je dois réduire les coûts sur mes structures, mais en même temps c'est une période où j'investis un maximum. C'est-à-dire c'est une période où je prends beaucoup de risques, beaucoup plus de risques que d'habitude. À la fois aussi bien dans le côté sportif, où j'investis sur deux lieux, 2 tournois que j'essaie de racheter, un qui se passe au Vietnam et puis un autre dans l'Hexagone. Et puis aussi, avec 2 amis, on a ouvert un restaurant avec hôtel, pas à la bonne période, hein, puisqu'on a ouvert... Tu as eu du nez là, tiens. Oui, oui. Ça a très très bien marché. Et on est en train de racheter 2 autres hôtels et 2 autres restaurants, c'est-à-dire que... Son gars, il est toujours avec toi là? Pardon? Son gars, il est toujours avec toi? Non, pas dans cette partie. Il reste sur le tennis. Non, mais c'est-à-dire que, voilà, et on mise sur une ouverture fin 2021, début 2022, qui sera positive. On a vu déjà sur le mois de juillet, et je parle du restaurant et de l'hôtel, il y a eu un boom incroyable. Les gens avaient besoin de reconsommer, de ressortir, de vivre. Donc dès que la crise sanitaire sera passée, ou elle sera mieux maîtrisée, eh bien, je pense qu'il y aura un retour assez fort. On n'a pas intérêt, c'est avec son gars, c'est avec Maïté qui a ouvert le restaurant. Tu penses justement à pas repartir à fond? C'est avec Maïté qui a ouvert le restaurant. On ne pensait pas que justement, il ne faut pas reproduire la même erreur qu'à la sortie du premier confinement et de repartir il va falloir maîtriser. Peut-être essayer d'avoir un petit peu de maîtrise pour... Ouais, mais ça va être difficile pour les gens. Là, il faut que tu expliques aux gens qu'ils doivent se contenir alors qu'ils auront envie de vivre. Ouais. Ça va être compliqué. Après, on va voir, c'est le vaccin qui va être. Et puis, De Flessy disait hier qu'il y avait aussi un traitement qui paraissait peut-être. Peut-être, ouais. Voilà. Nous, on est un peu, chez Realis Capital, après, on est un peu comme toi, on est un peu les privilégiés de la crise. Hein. C'est-à-dire que nous, on a cette chance, c'est d'avoir une polyvalence des métiers qu'on touche, puisqu'on finance tout type de biens d'équipement. Donc là, on a explosé sur la santé, on a explosé sur les grosses entreprises qui, elles, sont venues chercher du financement. Donc nous, on a recruté 17 personnes cette année. Voilà. 17 personnes sur 60. Ah oui. Voilà. 30% Donc, de... 30% de recrutement. Voilà. Donc pareil, on prend des risques parce que on se dit qu'il faut qu'on capitalise sur demain et que voilà, on a innové aussi, on a investi dans le recrutement. Bon, on est une entreprise en forte croissance depuis plusieurs années, donc c'est aussi le trend de notre développement, mais on n'a pas voulu s'arrêter. Et pourtant, en mars-avril, on a eu 70% de baisse d'activité. Voilà. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'on a bien fait de garder cette dynamique, même si ce n'est pas facile de gérer les recrutements et l'accompagnement de personnes qui viennent de rentrer alors qu'on est en télétravail pour la plupart. Donc il y a un management à distance qui est quand même très compliqué. Mais voilà, on prend des risques et je pense que quand on prend des risques, dans les périodes comme celle-ci qui sont très difficiles, c'est bien le moyen d'assurer un bon lendemain. Et toi Philippe, dans le tourisme d'affaires, l'hôtellerie? Si je peux éviter d'en parler, si tu veux, on est entre moins 80 et moins 90%. Voilà, à lever tous les objets coupants là, et contentement et capable de faire une bêtise. Tout ce qui est tourisme, tout ce qui est hôtellerie, effectivement, par contre je rejoins ce qui est sur mon choix. Juillet, août, ça a été... voilà. Donc je suis sur Aix-en-Provence. Il te reste plus que ta carrière tennistique. D'ailleurs, il y a des places à... Tu sais qu'il y a les qualifs. Commencer si tu veux, mais qui est un peu derrière. Il y a les qualifs de l'Open 13, là, tu peux y aller. Des fois, il y a peut-être un titre à aller chercher cette année, attention. Joue ton bateau. Non, mais bon, n'émissionne pas et joue ton bateau. Dans le tourisme, ça a été c'est très compliqué, donc on espère qu'il va y avoir un rebond, mais pour l'instant, avec la fermeture des frontières, avec tous les tests qui sont mis... Tu vois une reprise à quoi? Nous, on voit une reprise sur avril. Sur avril 2021. Avec d'abord un démarrage sur le business travel, sur les entreprises qui vont devoir aller
consolider les liens avec leurs clients à l'international. Et ensuite, au fur et à mesure, une vraie reprise pour le tourisme et les déplacements. National aussi, tourisme national. Le national, il a moins baissé. Il a moins baissé. Il a moins baissé. Ouais, mais les compagnies aériennes qui font du moyen et du long courrier, elles tablent plutôt sur 2023. Oui. Donc, comment tu peux avoir cette analyse? Non, mais alors ils tablent sur 2023 sur une reprise Complète, 100%. versus D'accord. 2019. D'accord. Mais sur 2021, ils sont sur une baisse de 40-50%. Donc après, ça va monter à 70-80 pour retrouver à 2019. Mais il y a énormément de... Ce qui me fait peur, c'est l'aéroport de Marseille aussi. Ah oui. Il ne faut pas qu'il y ait des lignes qui soient supprimées, parce qu'on a déjà du mal à retrouver des lignes. On est quand même la seule grande ville française à ne pas avoir un départ sur les États-Unis. Oui. On n'a jamais réussi à avoir un départ sur les États-Unis, très peu ou pas du tout sur l'Asie. Donc tout ça, il va falloir aussi. Mais, et c'est ça qui est important, j'en parlais avec le patron de l'aéroport, il y a eu un sentiment aussi qu'il faut avancer, investir et faire mieux dans ces périodes de crise pour faire redémarrer le système. Voilà. Bah, écoutez, Je peux profiter pour passer un petit message parce que nous, on est soutenus par les collectivités locales, donc j'espère qu'ils continueront à nous soutenir dans ces moments de difficulté parce que on se rend compte qu'il y a la tendance est peut-être à profiter du moment pour baisser un peu les subventions qui sont vitales et qui vont surtout en direction, je le répète, de la culture et notamment de ceux qui en ont besoin. Donc j'espère qu'ils seront toujours derrière nous en 2021 parce que sinon on va être dans la souffrance. Ouais. Ah ouais, mais visiblement, J'en vise aucune. Hein. On l'espère aussi sur les zones généralise. d'activité. sur les zones d'activité. On l'espère aussi sur les zones d'activité. Tout à fait. Plus que jamais, ils ont besoin de nous, les entreprises ont besoin de nous et on aura besoin des subventions des C'est un collectivités. très bon lien pour ma conclusion. Moi, j'allais dire que grâce, entre guillemets, à cette crise, il y a énormément d'entreprises qui se sont rapprochées du PE13, qui sont revenues, qui avaient besoin de liens, qui avaient besoin de réseaux, de connaissances, et tout ça, on a su le faire. Donc, on a eu une explosion, nous, d'entreprises. Ah, les grands gagnants, c'est où Les ils sont. grands gagnants, c'est peut-être plus PE13, mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai été ravi d'animer avec vous cette émission, cette dernière émission. Merci à tous les participants et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et un bon boudin. Merci. Bonne fête à tous. Merci. Bon boudin.